L'as-tu vu? RCF Bordeaux. Boire un petit coup, c'est agréable, avec modération, cela va de soi. Vendre un petit coup pour le commerce bordelais, c'est pas mal non plus, Stéphane Binot. On parle de la place du rhum dans notre développement économique. Oui, dès le XVIIIe siècle, en fait, on va se rendre compte que Bordeaux va devenir un port qui est déjà un port colonial en croissance, va devenir un port très important pour l'importation finalement du rhum. Et donc, pourquoi ? Parce qu'on est en relation avec les Antilles, la culture de la canne à sucre et aussi, bien évidemment, l'importation très importante de sucre au XVIIIe siècle. Alors au départ, ce rhum est donc considéré comme une boisson de torboyau des marins. Ouais. Pourquoi ? Parce que sa fabrication part d'un processus assez savant qui passe bien évidemment par le pressage de la canne à sucre, dans un premier temps, la fermentation, la distillation, puis effectivement ensuite le vieillissement. Or apparemment, il sautait un peu la dernière étape, ce qui fait que c'était plutôt de l'eau de vie au départ, avant que ce soit quelque chose qui soit bien vieilli. Voilà. Et donc, comme il n'y a aucune loi qui régule ce processus, en fait, c'était uniquement le savoir et la créativité de son fabricant qui faisait que le rhum était ce qu'il était. Donc, on peut imaginer. Alors, pourquoi ce développement ? Donc, on l'a vu initialement parce qu'on est présent dans les Antilles, parce que Bordeaux, port colonial, mais aussi parce que des événements vont favoriser finalement cette importation. Le premier événement, dans les années 1850, vient de la maladie dans le vignoble. Et donc, Napoléon III supprime les taxes sur les importations d'alcool. Alors, bien évidemment, le rhum va affluer à Bordeaux. Édouard Bardinet va inaugurer le premier de vastes chais dans le quartier des Chartrons et sa marque Negrita, c'est très connu, prend très vite la première place. Pendant la Première Guerre mondiale, Bordeaux devient aussi le port le mieux placé pour recevoir les cargaisons d'alcool dont le pays a besoin, à cette époque-là déjà, et surtout en 1918, au moment de l'épidémie de la grippe espagnole. Là, il y avait des besoins particuliers à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait des besoins d'alcool, et surtout le problème, c'est que cet alcool, il valait mieux qu'il soit dans une région, un port d'arrivée, qui soit le plus éloigné possible, je pense, des zones d'épidémie. Ensuite, il y a eu dans les années 30, il y a eu des fluctuations de prix très importantes, la création de la Compagnie Générale des Rhums, et en fait, on va se rendre compte que ce rhum, il va exister jusque dans les années 1950 à Bordeaux, où nous allons avoir jusqu'à 27 fabriques de rhum. En 1950. Et donc, bien évidemment, il y a de nombreuses marques qui vont être présentes, et aujourd'hui, il y en a encore, il ne faut pas oublier de citer Marie Brizard, William Peters, les héritiers Omer Clément, Bardinet, Casanov, Tessèdre, entre autres. Alors, les bouteilles de grande qualité vont se multiplier, et les ventes, surtout, ne vont cesser de progresser. Alors, devinez, la consommation mondiale de rhum représente, à votre avis, combien ? Eh bien, 17 litres par seconde. Oui, ce qui représente effectivement 536 000 tonnes de rhum qui sont bues chaque année dans le monde. Donc, fini l'image de torboyau, vous imaginez, pour les marins, la France restant le premier marché mondial en termes de choix et de consommation haut de gamme. Eh bien, voilà. Merci. Merci Stéphane Binot de cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du musée de l'histoire maritime de Bordeaux dans le quartier des Chartrons. À très bientôt.